faut plus des systèmes exclusivement dynamiques, mais de systèmes qui mêlent les éléments dynamiques et les éléments statiques, si vous appelez, en disant qu'il y a des liens, pas simplement généalogiques entre les normes juridiques. Une norme dérive d'autres normes supérieures qui donnent la compétence, l'organe, etc., dynamique. Mais il y a des liens, des contenus entre les normes juridiques, inférieures et supérieures. Donc, ce que la Cour constitutionnelle italienne appelle l'interprétation constitutionnellement orientée, c'est-à-dire l'interprétation des lois selon le contenu de la Constitution, c'est sûrement une méthode d'interprétation que le néoconstitutionnalisme idéologique approuve, qui soutient. Jean-Marie. Bon, je ne voudrais pas poser une question sur l'ensemble du débat qui est d'une grande richesse et de toute façon qui dépasse les capacités intellectuelles. Mais je voudrais poser une seule question très naïve, qui est la suivante. Dans une cour constitutionnelle ne décide pas toujours à l'unanimité. Il arrive, s'il y a 9 juges, que 5 décident contre 4. Alors, je pose la question suivante. Pourquoi la majorité des non-juges peut-elle avoir tort alors que la majorité des juges a toujours raison? Est-ce qu'il ne serait pas plus logique que ce soit l'opinion minoritaire au sein de la Cour? Est-ce qu'il n'y a pas une dernière étape à franchir pour arriver enfin au néoconstitutionnalisme en posant que la logique contre-majoritaire veut que la minorité de la Cour l'emporte sur la majorité? Oui. Non, c'est une bonne question, mais je vous réponds tout de suite. C'est-à-dire, pourquoi la majorité, on parle de l'aristocratie judiciaire, on revient au même point depuis toujours. C'est-à-dire que pourquoi 9 sages peut dire contre 5 millions de personnes qui avaient signé les référendums? Voilà, dans la pratique, c'est ça votre question. Mais je vous dis... Non, pas exactement, pas exactement. Non. Je ne veux pas dire par là que la voix du peuple est préférable à la voix des juges. Je demande simplement pourquoi il y a un traitement majoritaire dans un cas et pas dans l'autre. Il y a certainement une justification que vous avez me donnée. Mais je n'attaque nullement l'aristocratie judiciaire. Oui, ok. Et je vous dis, je peux vous répondre du point de vue du droit positif. Première chose à vous dire, parce que la Constitution le dit. Oui. Ce qui est déjà quelque chose d'important. Ce qui est déjà quelque chose d'important. C'est-à-dire, les majorités parlementaires sont aussi faibles. Beaucoup de fois. Je vous donne l'exemple. Par exemple, dans les parlements colombiens, c'est par un vote parmi 102 qui a passé le référendum d'Oribe. À la Cour constitutionnelle, c'était pareil. 5 contre 4. Mais la première chose, c'est qu'il y a une légitimité qui est donnée par la Constitution elle-même. La question s'est posée, par exemple, lorsqu'on a décidé sur les mariages homosexuels. Alors, l'évêque de la Colombie a dit, mais comment 9 personnes peuvent aller à l'encontre d'un pays catholique avec les 80% de personnes catholiques, etc. Oui, c'est un argument qui se vend beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est la Cour constitutionnelle. Mais c'est pas bien. Ah, oui. C'est C'est votre argument? non, c'est pas mon argument. Ah, ok. Je n'oppose pas une bonne majorité à une mauvaise majorité. Je m'interroge sur le traitement différent de 2 majorités, indépendamment de leur contenu. Voilà. Alors, la réponse, je reviens au même, pour en finir là. Je pense que, d'abord, c'est parce que c'est un choix du constituant colombien qui considère que pour certains cas et dans une certaine structure, c'est la majorité à l'intérieur d'un juge qui l'emporte sur la majorité dans une société civile. D'accord, mais est-ce que le constituant colombien pourrait changer d'avis sur ce point? Oui, évidemment, les constituants, je crois que le cas n'est pas arrivé à la Cour constitutionnelle, mais ça peut arriver, en tout cas par les constituants primaires, oui.
Et les constituants primaires peuvent dire que dans les cas des... Je sais pas, il y a eu, vous savez, il y a des pays dans lesquels, par exemple, on exige des majorités qualifiées pour les cours constitutionnels pour voter sur certains sujets. Oui, mais... C'est... Quelque chose. Je crois que la demande, la question, justement, fait un mélange entre le plan idéal et le plan réel. C'est mon argument en contre de la position de Waldron, et je crois que votre question est à peu près pareille de la position de Waldron. Parce que dans le plan réel, on ne peut pas dire que le Parlement a tort et la Cour constitutionnelle a raison. Ce n'est pas l'argument néoconstitutionnaliste. Simplement, dans le plan réel, il y a un contre-pouvoir au Parlement. Le Parlement dit A et la Cour constitutionnelle dit B. Nous ne savons pas si nous n'avons pas un critère externe qui a raison. Ce n'est pas la procédure qui nous donne des arguments à faveur ou en contre. Si nous sommes juges naturalistes, nous pouvons décider que certains ont raison, objectivement raison, la Cour a objectivement tort. Mais si nous ne sommes pas, comme je crois ceux qui sont acceptables, si nous ne sommes pas des cognitivistes, j'ai ma opinion, j'ai mon opinion, vous avez la vôtre, etc. Dans le plan idéal, au contraire, ce n'est pas une question de majorité, c'est une question d'unanimité rationnelle. Il y a quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort selon notre métathéorie substantive ou procédurelle. Donc, vous mêlez, je crois, les deux plans. Le plan où il n'y a pas quelqu'un qui a raison et le plan où nécessairement il y a quelqu'un qui a raison. Mais oui, mais en les confondant, vous adoptez un postulat inverse qui est aussi arbitraire. Donc, de ce point de vue-là, la réponse par le droit positif me paraît plus convaincante. Mais bon, encore une fois, ce sont des questions qui sont très complexes. Si je peux me permettre d'ajouter juste une petite chose, ta question me semble excellente, mais avec juste, enfin disons, c'est pas, en réalité, je ne crois pas que ce soit une question, c'est en réalité un argument, un contre-argument au néo-socialisme qui fait, c'est ce qui moi m'apparaît, ça met en évidence le fait qu'on ne peut répondre à ce type de questions qu'en établissant une différence de nature entre le plan du Parlement et le plan de la Cour. Et je serais contredit par Pablo, mais il me semble... Mais précisément, la différence de nature, elle vient dans l'idée qu'on ne peut penser, quand on pense la présence d'une Cour et qu'on admet le principe même d'une Cour, on admet l'idée qu'il y a besoin pour produire de la norme de disposer d'un élément qui permet de contrôler le contenu de cette norme. Et on ne peut pas se contenter d'une position purement procéduraliste. Et dès lors, on introduit l'idée que, eh bien, on entend par règle de droit non pas certainement une règle de pure organisation, mais une règle qui doit avoir un certain contrôle et dont le contenu doit lui-même être contrôlé. Je crois que c'est fondamentalement la position néo, il me semble. Jacques Chevalier. Non, moi je pense que le problème ne peut pas être posé exclusivement en termes de face-à-face entre le pouvoir politique d'une part et la Cour constitutionnelle par ailleurs. Je pense que ce face-à-face, il est médiatisé par toute une série de forces politiques, sociales, économiques, morales, et qui influent sur les conditions même de ce face-à-face et l'équilibre qui en résultera. Donc je pense dans une société démocratique, justement, le projet de société démocratique, c'est d'être caractérisé par ce pluralisme, et ce pluralisme va influer sur la manière dont le rapport de force va se nouer entre le pouvoir politique et la Cour constitutionnelle. Donc si on s'enferme dans ce face-à-face, c'est pas soluble à mon avis. Il faut tenir compte d'un environnement beaucoup plus global du jeu de force et de l'échange d'arguments. Il faudrait d'ailleurs aller plus loin. Comment en fait il y a imbrication du pouvoir politique et du jeu constitutionnel, il y a échange d'arguments, échange de ressources, une interaction constante. Donc je ne pense pas que le terme doit être posé en termes de face-à-face, qui est évidemment horriblement simpliste. Du point de vue descriptif, je suis totalement d'accord avec vous, mais c'était pas mon plan. Oui, non, j'entends bien, c'est pas du tout le face-à-face est
sur le plan normatif. La description, nous sommes tout à fait. Enfin, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais d'autant plus qu'en Colombie, bon, comme vous disiez, 5 juges contre 5 millions de personnes, dans un autre pays où si le contexte était différent, ça aurait pu exploser. Donc c'est bien que... Enfin, il y a quelque chose, c'est ça que tu voulais dire, c'est ça, il y a bien quelque chose qui fait qu'on l'accepte. Oui. Le rapport de force, globalement, est favorable à la Cour constitutionnelle dans ce contexte-là. Mais de ce point de vue-là, je pourrais aller dans le sens de Carlos Henao, il est incontestable qu'il y a aussi, disons, une contextualisation du débat lui-même. Le débat philosophique a été profondément renouvelé par la littérature latino-américaine depuis les années 70. Il est frappant de voir qu'en effet, c'est précisément sur le continent latino-américain qu'on trouve le plus grand nombre d'ouvrages consacrés à la fois aussi bien à l'histoire d'ailleurs de la Judicial Review aux États-Unis qu'à la promotion de l'idée constitutionnelle, à l'innovation. Pierre, je veux bien, mais les 5 millions de Colombiens, je ne suis pas sûr qu'ils soient très influencés par TTO. Non, je ne dis pas qu'il y a une influence, je dis simplement qu'il est aussi frappant de voir du point de vue de l'histoire de l'idée constitutionnaliste que la doctrine a migré et elle répond évidemment à des circonstances qui sont locales. Mais bon, on a parlé de la Colombie, on pourrait aussi parler de l'Argentine qui a une tradition très forte. Avec, malgré tout, bon, pour introduire un petit point dans votre démonstration, le fait qu'en Colombie, on a le sentiment que la Cour parvient donc à irriguer l'ordre juridique d'un très grand nombre de décisions qui seraient effectives. Je me souviens d'une conversation avec un de nos collègues, Ricardo Quibourg, qui me disait que la Cour argentine était elle aussi très audacieuse. Mais aucune de ces décisions, bien souvent, ne trouvait à s'appliquer. Elle rendait un très grand nombre de décisions en matière, par exemple, environnementale, pour essayer de résoudre le problème de Buenos Aires. Mais il n'y avait aucun effet des décisions. Comment est-ce que, justement, pourquoi est-ce que la Cour parvient de... La preuve, c'est que M. Uribe n'est plus le président de la Colombie. C'est clair, net. Est-ce qu'il y a quand même des cas où la Cour mesure les limites de son propre pouvoir? Oui. C'est-à-dire, je reviens un peu au débat qui dit M. Chevalier. C'est vrai que M. Duncan, la vérité en tant que telle n'existait pas, disons. C'est un problème que la Cour, je reviens à mon argument, dit, la Constitution dit que la Cour a ses pouvoirs. On pourrait les enlever? Oui, bien sûr. On pourrait dire qu'il n'y a plus de Cour constitutionnelle en Colombie. Et point à la ligne, c'est fini. Ça pourrait se faire. Mais tant que ça le dit, la Cour a des fonctions à jouer assez importantes. Alors, que les pouvoirs des juges excessifs montrent des défauts de la démocratie, ça c'est aussi vrai. Ça c'est aussi vrai. Et ça, il faut voir, et par exemple, la différence avec la France, on n'a pas de partis politiques. C'est le messianisme, c'est toujours Chavez, Correa, des choses comme des partis, des vrais partis politiques n'existaient pas. Alors ça laisse un trou énorme aux juges. Oui, parce que vous voyez que quand il n'y a pas vraiment une démocratie bien construite, oui, les juges doivent remplir les trous qui laissent la démocratie. Et ça, c'est clair. Alors, est-ce que dans des constructions des démocraties mieux construites, comme la France, en tout cas mieux construites que la Colombie, je crois, ouais, on voit des constructions. Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir des trous, des fonctions aux juges constitutionnels pour faire avancer des droits comme c'est le cas en Colombie? C'est la question. Il me semble que ça serait positif, même pour la France, et que ça ne supposerait pas qu'on va finir avec les partis politiques. Alors, que les décisions sont réelles et dans la pratique, je peux vous dire oui. Mais ça dépend aussi évidemment de quelles décisions, parce que ce n'est pas les Hercules constitutionnels, ce n'est pas la baguette magique constitutionnelle, voilà, la paix, l'égalité. Non, évidemment. Et c'est pour ça, par exemple, je vous rappelle dans les cas T025 du 2004, que c'est un problème, c'est le problème le plus grave de la Colombie. 5 millions de personnes déplacées. On ne va pas régler ça d'un jour au lendemain. L'arrêt a été décidé en 2004. Maintenant, on est à 9 ans de la décision. Et je peux vous dire, par exemple, les derniers gouvernements, grâce
au fait que la Cour constitutionnelle est toujours là. Eh, monsieur, rappelez-vous que ils ont doublé le budget, par exemple, pour s'occuper de la population en déplacement. Mais normalement, en Colombie, les décisions de la Cour constitutionnelle s'accomplissent et ça revient dans la pratique. Excusez-moi, pardon. Deux mots simplement sur l'Argentine, parce que je crois que le contexte c'est différent, parce que le prestige qu'il y a la Cour constitutionnelle colombienne face au peu de prestige de la Cour suprême argentine dans les années passées fait la différence, je crois. Et aussi, il y a une différence politique que je crois assez double, parce que en Argentine, le pouvoir politique du péronisme, c'est pas comparable avec le pouvoir politique qui a la majorité, les partis majoritaires en Colombie, quelconque moment de l'histoire colombienne. Donc, il y a une différence entre les deux éléments. Plus fort la Cour constitutionnelle colombienne que l'Argentine, plus faible le pouvoir politique colombien que l'Argentine. Oui, j'avais une question simplement descriptive sur la manière dont fonctionnait la Cour constitutionnelle colombienne. Si j'ai bien compris, vous avez dit que la Cour constitutionnelle en Colombie contrôlait aussi les révisions de la Constitution. C'est ça? Et alors la question que je me posais, c'est quel modèle elle utilise pour le faire? C'est-à-dire, concrètement, je vois deux grandes familles théoriques pour faire ça. La première, ça consisterait à dire que la Constitution repose sur un ordre de valeurs axiologiques supérieures, typiquement une forme de juste naturalisme, et qu'il faut s'inspirer de ces valeurs pour contrôler les amendements à la Constitution. La seconde, ce serait peut-être davantage ça que j'ai compris, c'est une forme de schmittisme, quoi. C'est quoi? Schmittisme. C'est un raccourci rapide. Une théorie inspirée plus ou moins de Schmitt et qui consisterait à dire que le pouvoir constituant originel aurait pris des décisions fondamentales sur lesquelles on ne pourrait pas revenir, quitte à ce que le pouvoir de révision puisse revenir sur des décisions secondaires et distinguer ainsi au sein de la Constitution des décisions qui seraient considérées comme fondamentales, inatteignables pour le pouvoir de révision constitutionnelle et des décisions qui seraient secondaires, finalement des réglages et des choses qui seraient secondaires. Voilà, c'est comme ça que je vois les possibilités, mais il est tout à fait possible que la Cour constitutionnelle colombienne ait dégagé évidemment sa propre voie pour procéder à ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la manière dont elle contrôle les révisions de la Constitution? Oui. C'est ça. Je ne suis pas théoricien du droit. Oui, mais ça implique forcément une théorie. Oui, c'est hyper intéressant. Et vous, croyez-moi une chose. On se pose la question à la Cour constitutionnelle. D'abord, pour vous dire, il y a au moins 4 arrêts dans lesquels on dit on n'est pas insignifiant. Et on le dit. Oui, on le dit parce qu'on a peur. C'est un fantôme qui arrive là, comme ça. Oui. Et on l'a dit, je crois, 3 ou 4 fois dans des arrêts, dans des décisions. C'est-à-dire, on a formellement écarté cette possibilité. Je pense que plutôt on est du côté de l'axiologie supérieure, oui, des valeurs qui sont dans la Constitution. Oui. Et c'est là, dans la Constitution de 91, que ça a été une Constitution qui a été née avec la guérilla, avec une participation assez importante. Et il me semble qu'on est là avec la théorie de la substitution, et c'est ça que vraiment il faut réviser si vous êtes intéressé. Et je profite pour vous dire, il y a une chose en France, que le sujet n'est pas vraiment posé en France, je le vois maintenant, c'est le cahier constitutionnel de décembre 2010 du Conseil constitutionnel français. C'est super, hein? Il y a une étude de peut-être 7 ou 8 pays, l'Allemagne, l'Italie, l'Inde, etc. Malheureusement, la Colombie n'est pas là. Mais je vous conseille ça. Mais pour répondre, non, on n'est pas ethnicien. Hein? Je voulais justement rebondir sur cette question-là, parce que dans cette affaire sur le référendum et l'éventuelle élection du président,
on voit bien, et je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement d'aller chercher les fondements juste naturalistes ou schmittiens. À partir du moment où il y a la séparation conceptuelle entre un constituant dérivé et un constituant primaire, on voit bien comment ça fonctionne. Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est dans quel cas, éventuellement, la Cour constitutionnelle accepterait de dire qu'une expression populaire qui sera quand même organisée d'une manière ou d'une autre par quelqu'un, donc ça peut être le Parlement sur la saisine de 5 millions de personnes, pourrait être considéré comme un acte constituant originaire. Est-ce que la Cour disposerait d'un critère permettant de faire la distinction autre que théorique, mais pratique, entre le constituant originaire et le constituant dérivé? Parce que si elle ne peut pas le faire, ça veut dire qu'elle va s'opposer nécessairement à toute forme de révision, ou toute forme de changement constitutionnel. Ce qui n'est pas le cas. En Colombie, il y a plusieurs décisions dans lesquelles la Cour a accepté les pouvoirs de réforme constitutionnelle, même par les pouvoirs constituants. Par exemple, je vous donne les traités de Rome, oui, la Cour pénale internationale. Ça a entraîné un changement constitutionnel par les problèmes de souveraineté, etc. C'est allé devant le Parlement, la Cour a dit, pas de problème. C'est-à-dire, c'est en accord avec la Constitution. Là, il faudrait expliquer alors deux traits les plus importants de la théorie de la substitution. Je reviens. Il y a sur cette théorie, et c'est très critiqué. Pourquoi c'est critiqué? Parce qu'on dit, au fond, la Cour prend le pouvoir de dire qu'est-ce que c'est essentiel ou pas à la Constitution. Vous voyez? C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire, pourquoi, par exemple, les rentrées en carrière administrative sans faire de concours violent la Constitution dans ses sons essentiels et ne peut pas être un problème de réforme constitutionnelle dérivée? Je suis désolé de le dire, mais c'est un peu comme ça, parce que la Cour l'a dit. C'est-à-dire, dans les cas d'espèce, la Cour a parlé, et dans ces cas, il a dit, c'est comme ça. Mais ce n'est pas de l'arbitraire. C'est-à-dire, non, ce n'est pas de l'arbitraire, parce qu'il y a toute une théorie que je pourrais vous dire. Par exemple, les changements constitutionnels doivent paraître dans plusieurs titres de la Constitution. Par exemple, c'est déjà une limitation importante pour l'application de la théorie. C'est-à-dire, on révise que les carrières administratives soient dans tous les partis, pas tous, quoi, j'exagère, mais soit une colonne vertébrale de la Constitution. Et c'est un peu sur cette idée-là que la Cour commence à faire les tests. Oui, c'est un test qu'on a, les tests de substitution. L'idée centrale pour les tests, c'est celle-là. Réviser dans tout l'ensemble de la Constitution si la carrière administrative c'est vraiment nécessaire pour un état de droit, pour l'égalité, et on commence à étudier dans plusieurs autres principes, oui, pour arriver à la conclusion, oui, si on détruit la carrière administrative, on ne va pas seulement détruire la carrière administrative, on va détruire les principes très importants, comme par exemple le principe d'égalité de tous devant la loi. D'accord, mais comment est-ce qu'on fait le partage? Quel est le critère qui permet de partager entre les principes très importants et les principes qui sont malheureusement versés dans la Constitution et qui auraient pu l'être ailleurs? Par les thèses de la théorie de la substitution. Que la Cour a créé. Oh, Que la Cour a créé. Qui la Cour a créé. Ça, c'est de la création jurisprudentielle. C'est de la création jurisprudentielle. Et vous savez, qu'est-ce qui défend la légitimité d'une Cour constitutionnelle? C'est la cohérence de son discours. Voilà. Et c'est ça. Et là, on tient fort. C'est-à-dire, si vous lisez une décision de la Cour constitutionnelle colombienne, je crois qu'il y a des arguments convaincants, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une autre chose, mais logique, cohérente, bien rédigée, etc. Mais c'est la seule chose que je peux vous dire. Et là, la théorie de la substitution, c'est quelque chose de très convaincant, oui, qui donne ses pouvoirs à la Cour constitutionnelle. J'avais passé un peu pour continuer ce qui avait été dit, mais en fait, je voulais savoir ce que vous pensiez, parce que vous avez dit à un moment que ce qui explique que vous pouvez faire tout ça, c'est que c'est la Constitution qui vous a donné un certain pouvoir, etc. Alors, qu'est-ce que vous pensez du cas israélien où il n'y avait pas vraiment de pouvoir de contrôle de constitutionnalité? Le Parlement israélien était complètement bloqué, ils n'arrivaient pas à adopter une charte des droits fondamentaux, donc c'était grave pour la démocratie, et en fait, c'est plus ou moins la Cour suprême qui a, enfin voilà, le
Parlement a dit qu'il faudrait peut-être protéger la dignité humaine, et le juge a sauté sur l'occasion, il dit pas très bien, alors ça va être nous. Et dans ces cas-là, est-ce que, je sais pour revenir à ce qu'a dit Eric Mier, vous ne pensez pas que c'est contingent, c'est juste parce qu'en Colombie, ça marche, et politiquement, pour être honnête, je trouve ça très bien, mais là, il y a un changement, et il y a des juges de plus en plus conservateurs qui sont nommés en Israël, et tout le monde dit, oh là là, c'est la catastrophe, on a créé un monstre constitutionnel, et maintenant, on a créé quelque chose qui va arriver entre les mains de personnes avec lesquelles on n'est politiquement pas du tout d'accord. Vous n'avez pas... Je ne connais pas les cas israéliens, mais... Ok, mais je peux vous dire, qu'est-ce qui n'est pas contingent dans la vie? Première question qu'il faut se poser. Première question qu'il faut se poser. Parce que les besoins de rassurer toujours, de n'importe quel moyen, c'est un débat philosophique énorme. Ouais. Alors, c'est la première chose que je vous dis. Est-ce qu'une décision démocratique n'est pas contingente aussi? Alors, c'est vrai que les débats démocratiques dans les parlements, dans la société civile, diminuent fortement la contingence, c'est clair. Mais ça arrive aussi dans la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est le nombre de personnes qui fait que ça soit plus ou moins contingent? Alors, ça me renvoie à un autre point, la manière d'élection des juges. Ça, c'est très important. Notre système est très différent des États-Unis. Aux États-Unis, c'est si Obama est là, voilà, 3 pour Obama, c'est clair. En Colombie, c'est différent. Et c'est là où on devrait travailler. Oui. Comment élire les juges? Qu'il peut y avoir toujours des contingences, évidemment qu'il peut y avoir toujours des contingences. Mais la Colombie, je pense que c'est donne un bon exemple. On est 9 juges, d'accord? Et tous élus par le Parlement. Ce qui donne une légitimité politique aussi. Tous élus par le Parlement. Mais ce qui est le plus important, 3 d'après des listes envoyées au Parlement par le président de la République, 3 élus par des listes envoyées au Parlement par les conseils d'État, et 3 élus par des listes de la Cour de cassation. Vous voyez, c'est-à-dire, et ça diminue un peu les problèmes de la composition de la Cour, que ça devient trop conservateur, trop libéral, et les personnes qui ont le pouvoir de nommer, de postuler, on peut dire comme ça, de postuler devant le Parlement, prennent toujours soin de dire il y a une place libérale, qui sont, oui, alors on va mettre 3, parce que 3 pour que le Parlement élit 1. C'est. Voilà. Je suis désolé, j'attends parce qu'il y a encore 2 demandes de questions et après il faudra qu'on arrête. Alors, voilà. Oui, merci, c'est Lucian Curin. Je voudrais savoir, quant à ce lien entre juge et démocratie, c'est une question collective. Qu'est-ce qui se passe d'après vous quand on porte la réflexion au niveau international? C'est-à-dire entre cette question d'idéal, de réel, que devient la cohérence? On voit bien qu'au niveau interne, les problèmes viennent toujours plus ou moins buter sur la question de pouvoir constituant, sur le peuple qu'évoquait Bruno Delmont tout à l'heure, sur la volonté générale, sur son mode d'expression, enfin, la façon dont on peut concevoir qu'elle s'exprime ou pas, etc., et la légitimité qui en résulte. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ce sont des juridictions internationales qui ont été créées plus ou moins explicitement pour défendre, soi-disant, la démocratie, ou du moins un certain modèle démocratique, qui est d'ailleurs sans doute pas exactement le même suivant les juridictions internationales qu'on retient à l'examen, où est passée dans cet espace-là la cohérence, la délibération? Il n'y a plus finalement ces éléments qui sont essentiels, et pourtant ce sont des juges qui finiront par donner leur avis au minimum sur la façon dont les juges constitutionnels se prononcent, sur la façon dont ils peuvent se prononcer ou pas. Je pense notamment à ça sous l'angle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, parce que moi c'est par ce biais-là que d'habitude je connais la jurisprudence de la Cour constitutionnelle colombienne. La juridiction interaméricaine internationale est connue pour son côté un peu militant, si j'ose dire, mais elle a de quoi faire avec les juridictions constitutionnelles internes. Donc, comment on conçoit, comment vous concevez cette relation qui n'est pas hiérarchique, mais qui est quand même problématique entre le niveau constitutionnel et le niveau international? Et je rejoins tout à fait Eric Mier dans son cauchemar entre la façon dont tout ça fonctionne ou pas et la façon dont on tombe sur des gens qui finissent par donner leur avis définitif. Je reprenne tout de suite votre question et ensuite on
voir, je ne suis pas très d'accord avec la cohérence du discours de la Cour constitutionnelle. En fait, c'est la Cour constitutionnelle colombienne qui a donné son avis sur la première élection du président Uribe et dit oui, c'est bon de faire une réélection. Et après, 4 ans après, elle dit non, c'est pas bon. Et en plus, sur l'effet des décisions de la Cour constitutionnelle, je crois que si on décrit les choses seulement en regardant la Cour constitutionnelle, on dit qu'on habite dans le meilleur pays du monde. Et si on voit, si on commence à voyager par la Colombie, je crois que du côté Pacifique, du nord de la Colombie, les choses sont vraiment mauvaises. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Mais autre chose qui est vraiment intéressant sur la postulation des magistrats de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas pourquoi la plupart des magistrats sont dominés externados. C'est externado qui domine la Cour constitutionnelle, dans la Cour suprême, dans le Conseil d'État. Donc il y a vraiment un pouvoir que vous avez dans l'externado qui a permis que vous avez tous les pouvoirs de la Colombie. Il ne va pas très démocratique. Alors, Paolo sur la première question, et ensuite, Eric, si tu veux aussi. Ah non, je laisse le sénat. Des mots, la question c'est très grande, donc sur le plan empirique, ça complique, disons, l'existence de cours de différents niveaux nationaux et internationaux, complique les relations. Donc, cette idée de dialogue institutionnel peut être quelque chose d'intéressant à ce niveau, mais je crois qu'il faut analyser l'idée de dialogue. Donc, d'un point de vue descriptif, c'est effectivement un dialogue. Donc, deux institutions qui se parlent, se donnent des messages, il y a aussi une sorte de négociation entre les deux institutions, etc. D'un point de vue idéal, je crois que le dialogue, il faudrait l'interpréter comme une argumentation, donc une situation dialogique où il y a deux personnes, deux institutions qui donnent des arguments. La cohérence, c'est sûrement un élément important pour critiquer ou pour être en faveur d'une argumentation, d'une position. Je crois que la cohérence est nécessaire dans le discours argumentatif, ce n'est pas suffisant. Disons qu'il faut une base commune de valeurs ou de droits de laquelle partir. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de dialogue dans ce sens de argumentation. Je suis désolé, on accepte de ne plus dialoguer. On dialoguera, tiens. Il y a certaines Dans une minute. Voilà pourquoi je suis maintenant président de l'externat. Je rigole. Je rigole, mais ce que vous dites est faux. Hein? C'est-à-dire, des 9 juges de la Cour constitutionnelle, on était 2, des 24 à la Cour de cassation, on a 0, des 29 au Conseil d'État, on a 5. Alors, c'est pas vrai que l'externado, waouh, non, ça c'est pas vrai. Et que la Colombie, ça serait le meilleur pays du monde d'après la jurisprudence colombienne, c'est un gros sujet, mais en tout cas, il faut aller en Colombie. Hein. N'hésitez pas, c'est bon, on peut aller en voiture maintenant de Bogotá à Cartagena, on peut le faire, je l'ai fait l'année dernière. Oui, ça c'est pas grave, mais par rapport à ce que vous dites là, et je vais tout simplement rappeler, mais vous le savez mieux que moi. Je crois qu'il y a eu un cas dans les cours européens des droits de l'homme, Slovaquie, un pays comme ça, dans lequel on interdisait dans la Constitution les gitans d'aller devant des postes, je ne sais pas quoi. Et vous voyez que le problème va se poser en plan international. Qu'est-ce qu'a dit la Cour européenne? Il faut changer la Constitution du pays. C'est quelque chose, c'est la folie qu'une Cour constitutionnelle ordonne pour un pays. Et la même chose est arrivée avec le cas de Chili. La Cour a dit que c'est contraire aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Donc ma question est qui décide? Voilà. Ce sont les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Mais de ce point de vue, il me semble que c'est un arrêt très important. Que c'est le même cas qui s'est passé en Chili avec les films religieux. Voilà.
Alors le problème est posé aussi au niveau des droits internationaux et des droits internes. Bien, merci encore une fois. La parole à Véronique. Oui, juste pour les questions d'organisation, donc il y a un buffet qui est proposé dans la petite commission comme hier. Alors comme je n'avais pas prévu qu'il y ait autant de monde, c'est pas une priorité aux intervenants. Les autres, vous verrez s'il reste des choses. Et sinon, on reprend à 14h30. J'ai aussi cet après-midi, on a pris les dispositions pour qu'il y ait à la pause 2 choses à boire en salle des commissions. Et ensuite aussi, on va clôturer la fin du colloque par un pot informel après les interventions. Ça sera toujours en salle des commissions et s'il fait vraiment bon, on ira dehors discuter. On a 4 euros et on est maximum. Je vais le prendre.